Casa Vostra. On est plutôt aujourd'hui, en tout cas depuis les 3-4 dernières années, sur un flux entrant dans les ETF qui est absolument flippant, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui veulent être eux-mêmes acteurs de leurs propres investissements, et c'est un peu dangereux dans le sens où aujourd'hui, je pense que ça risque de créer des emballements à la sortie, justement, parce que l'ETF, si tu veux, c'est de dire je choisis le paquet d'actions que je veux acheter, et ma gestion du risque, au lieu de la faire avec une gestion du risque et donc le travail d'un professionnel de la finance derrière, je vais plutôt me la faire moi, parce que moi, je le sens bien et que je suis meilleur que mon courtier. Bon, l'histoire a toujours prouvé, en tout cas moi personnellement dans l'histoire financière, que à chaque fois que je vois les particuliers se prendre pour des traders, ça finit jamais très bien. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Martingale. Aujourd'hui, on va parler un peu de... Je sais pas si c'est la base de l'investissement, en tout cas ce qu'on connaît tous, des choses qu'on a tous touchées de près, de loin. En ce qui me concerne, je m'y suis remis il y a pas longtemps. Alors, on utilise différents termes, mais ce sont les actions, le trading, voilà. Et la question aujourd'hui qu'on va aborder, c'est... notamment comment on peut prendre des risques. Alors, on va reposer un petit peu les bases autour de ça, mais la question que je me pose, c'est comment font ceux qui... est-ce qu'il y a des têtes brûlées de l'investissement ? Est-ce qu'il y a des têtes brûlées de l'investissement sur des actions et différents types de produits d'ailleurs ? Et voilà. Et pour tout ça, je vous propose d'échanger avec Philippe Roux, qu'on connaît sur Internet sous le nom de Phil Eric. Salut Phil. Salut, enchanté Matt. Je suis ravi de te retrouver ici, de t'accueillir sur La Martingale. C'est vraiment chouette. Merci de nous accorder de ton temps. Ouais, c'est cool, avec plaisir. Alors, explique-moi rapidement, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, un peu ton expérience et comment et pourquoi tu es l'un des plus légitimes à nous parler de tout ça, Phil. Plus légitime, t'es gentil. Enfin, en tout cas, je prendrai le compliment. Ça fait pas mal d'années que je suis un petit peu dans ce milieu-là. Alors, évidemment, pas de formation de base dans ce truc-là, parce qu'au final, c'est très peu le cas dans le milieu quand on s'en rend compte avec un peu de retour dessus. La plupart des gens sont souvent formés à l'école de la main dans le cambouis. Et, beaucoup de matheux, hein. Ouais, alors après, c'est vrai que les profils sont quand même souvent matheux. Tu verras 2-3 têtes brûlées aussi, mais souvent, c'est leur longévité qui leur fait défaut. Et voilà. Après, il y a tout un tas de profils. C'est vrai que c'est très compliqué de mettre un mot sur tous les profils parce qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que ceux que tu vois durer le plus dans le temps, en général, sont souvent les matheux, ou j'ai envie de dire les sanguins. Il y a 2-3 personnes malgré tout qui restent avec un talent que j'arrive pas souvent à expliquer personnellement aussi. Un vrai talent pour l'investissement. Voilà. Il y a des gens, ils sont faits pour ça, comme tu peux avoir des gens qui sont bons pour n'importe quel métier. Mais les profils les plus durables, ça reste quand même les matheux, quoi. D'accord. Et toi, donc, tu fais ça en compte propre, ou tu fais ça pour toi ? Tu achètes, tu vends des actions pour toi, pour des clients, pour... Ouais, alors pas pour clients, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Ça demande des autorisations, des agréments. Là, pour le coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus institutionnalisé. Et moi, personnellement, c'est pas ce qui m'attire. Moi, c'est plus de le faire pour moi et à la limite d'essayer d'orienter les gens à être plus performants dans leurs propres décisions à eux, mais prendre leurs décisions à leur place. Je suis un peu moins fan de cette approche-là, quoi. Et alors, on parle de quel montant, toi, t'investis c'est des poches qui grossissent. T'as commencé quand ? Comment tu peux me dire un peu tout ça Ouais. Alors, de toute façon, ça dépend de la chance qu'on a à la base, déjà, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui naissent avec un capital ou qui en héritent. C'est pas le luxe de tout le monde.
moi, j'ai commencé quand même avec un capital assez réduit que j'ai grandi après avec le temps. Si tu veux des ordres de grandeur, moi, j'ai commencé avec quelque chose comme 10 000 balles, ce qui en soi est pas vraiment grand-chose dans l'univers de l'investissement. C'est même franchement peanuts. Et après, le but, c'est de faire grandir ça petit à petit, petit à petit, petit à petit. Savoir qu'après, pour commencer à rentrer dans l'univers de la rente, c'est-à-dire vraiment réduction de la prise de risque, tout en pouvant dégager un revenu fixe, entre guillemets, enfin, en tout cas plus ou moins régulier, mais suffisant pour ne plus vraiment avoir à travailler à côté de ça. Là, ça demande des sommes un peu plus intéressantes. Et là, on passe plutôt sur du 200 000 euros et des choses comme ça, quoi. Ok. Sachant que c'est un des trucs un peu difficiles, et c'était aussi pour ça que je voulais parler avec toi plus spécifiquement, c'est que moi, j'ai pas mal de potes traders qui font ça comme métier, ouais, vraiment. Donc, soit pour le compte de leur banque, soit pour le compte de clients, soit pour le compte... voilà. Et alors, il y a deux choses, c'est que bon, alors ça c'est embêtant, mais bon, après on peut toujours trouver des anciens, etc. Mais souvent ils n'ont pas le droit de parler dans des micros parce qu'ils ils ont pas la certif, l'autorisation, en tout cas média traîné, comme on dit dans ces milieux-là. Mais deux surtout, souvent ils traitent pas en compte propre. Et moi, ce qui m'intéressait quand même là, c'est de se dire qu'est-ce que c'est très différent quand même dans l'approche. Te dire, je vais acheter, vendre. Ou vendre, acheter d'ailleurs, mais à mon propre compte, quoi. C'est ce qui m'intéressait pas mal là-dessus. Si je dois venir juste sur une des premières questions, alors moi, en ce qui me concerne, j'ai acheté, vendu, mais j'ai acheté surtout, et puis j'attendais pendant longtemps. C'est plutôt ma technique de, je sais pas si on appelle ça un bon père de famille, ou en tout cas un peu plan-plan. Mais j'ai acheté, j'ai fait ça assez tôt, et j'ai fait un peu comme tous les Français, je crois, j'ai l'impression. C'est-à-dire jusqu'à la crise des subprimes, j'achetais, je vendais, etc. Et puis à ce moment-là, après, j'ai tout vendu. Et puis quand j'ai tout vendu, j'ai jamais racheté, en fait. Voilà. Et là, récemment, eh bien, je me suis mis à revenir sur le marché au tout début de la crise du Covid, enfin au début du confinement en France. Et alors au moment où je te parle, c'était plutôt une bonne idée, j'ai l'impression maintenant. Le problème, c'est que comme je vends pas, je saurais si c'est une bonne idée le jour où j'aurai vendu. Et comme je suis un peu con, je vendrai le moment où ça sera. Et souvent donc, voilà. Tard, ouais. Voilà. C'est un peu l'énorme problème, ouais. Voilà, donc je t'explose un peu ma situation, mais j'ai l'impression que je suis pas tout seul dans ce cas-là. Non. Et donc du coup, j'aimerais qu'on parle un peu de ça déjà, et après qu'on arrive en effet sur cette prise de risque et comment tu fais tes choix aussi sur tout ça. Alors, moi, ça dépend parce que, évidemment, le principe, ça dépend si tu veux qu'on parle de ta situation, de la mienne, ou de la situation de quelconque autre personne. Par exemple, les gens qui ont eu cette soudaine envie d'investir post-Covid, et Dieu sait qu'il y en a énormément, qui soient comme toi, des profils qui ont déjà eu rapport à l'investissement et qui aujourd'hui se reviennent là-dessus, mais avec un profil beaucoup plus spéculatif. Moi, je le note dans la psychologie de ceux qui traînent en ce moment et sont des nouveaux venus. Et des risques que ça fait courir sur la stabilité financière, etc. Enfin bref, on connaît un petit peu tous ces schémas-là quand on est un peu expérimenté avec le marché. Mais voilà, donc je dirais des risques, il y en a clairement aujourd'hui. Alors il y en avait beaucoup moins évidemment à acheter le creux de la crise, mais là toute la question c'est aujourd'hui de se poser déjà de savoir est-ce que c'est fini, parce que j'ai clairement pas l'impression que ce soit le cas. Et évidemment quand on vient rajouter d'autres risques aux risques déjà existants et qui sont clairement pas négligeables non plus, c'est là que peuvent se poser quelques petits couacs. Enfin voilà, on parlera de stabilité financière après si tu veux. Après, quoi qu'il en soit, normalement, tout dépend ce qu'on fait. Si on est dans ton cas à toi, on est plutôt sur des projets d'investissement, c'est-à-dire de la rente. Donc, pour le faire correctement, c'est soit on a un capital largement suffisant et dans ce cas-là, la prise de risque, elle va se faire de manière très mesurée, on va dire, à l'objectif étant de dégager une rente. Sans être trop agressif, et à partir de là, l'erreur à pas commettre, c'est de pas commettre l'erreur du débutant investisseur, c'est de dire j'achète quand j'ai envie d'acheter, ce qui est souvent le pire moment pour le faire, et évidemment j'attends que la crise arrive pour vendre, en sachant qu'on s'attend aujourd'hui à avoir des marchés de plus en plus volatiles, c'est-à-dire que les mouvements erratiques comme ça, les mouvements un peu de foule vont être de plus en plus nombreux, et évidemment c'est le truc de dire là dans ce cas-là, chaque jour de crise va te coûter très très cher parce que ça va aller de plus en plus vite, et puis quand tu vas avoir envie d'acheter, chaque jour de retard, le temps d'ouvrir ton compte de trading ou des trucs comme ça peut être très très rapidement sanctionné. Là par exemple, je prends l'exemple
du Covid. Ça, c'est un cas très réel qui a été vécu par plein d'amis qui voulaient réinvestir, machin et compagnie. Les délais d'ouverture des PEA et compagnie, c'était carrément allongé à pratiquement une semaine et demie. Pendant une semaine, il s'en est passé énormément des choses. C'est-à-dire que si tu avais envie d'acheter une semaine avant et que en l'ordre effectif, tu pouvais passer ça qu'une semaine après, clairement, tu avais raté tous les prix intéressants. Après, moi, en l'occurrence, j'ai trouvé une parade à ça parce qu'en effet, à chaque fois, que ce soit pour acheter des actions à l'étranger, que ce soit pour acheter, je voyais que c'était un cauchemar sur les banques traditionnelles. Donc, du coup, j'ai découvert eToro qui va devenir un sponsor de la Martingale. J'en suis très content parce que je les ai contactés après tellement j'avais kiffé leur truc. Alors je crois que c'est un peu différent, mais tu ouvres le compte en 10 minutes. Je crois que t'es pas complètement propriétaire des actions, mais en revanche c'est assez fantastique en termes d'usage, d'ajout, etc. Enfin, je sais pas si tu connais ce genre de... Il y en a plusieurs, des acteurs d'ailleurs. Ouais, il y en a plusieurs et il y en a de plus en plus. C'est un peu le nouveau modèle ou business de l'investissement qui se met en place avec ses avantages, ses inconvénients. Après, tout le monde pourrait discuter là-dessus. Moi, je dirais que je fais plutôt partie un peu de la vieille école. Donc, c'est vrai que j'utilise certains de ces produits, notamment ceux que tu vas trouver chez eToro, que c'est du CFD. C'est-à-dire, c'est pas acheter, vendre une action, c'est acheter, vendre un produit financier indexé sur une action. Et le principe, c'est que c'est supposé répliquer évidemment le prix de l'action. Donc, on va dire c'est des manières d'investissement détournées qui permettent en gros de faciliter l'accès et surtout, notamment, c'est des produits destinés plutôt aux particuliers. Mais tu vois qu'après, tu vas trouver des professionnels aussi qui les utilisent. Moi, le premier, je les utilise pour on va dire la facilité d'appréhension de ces trucs-là. Et clairement, c'est orienté retail à mort. C'est quoi un CFD ? Un CFD, alors, je vais te faire la version entre guillemets Wikipédia, donc Contract for Difference. Le principe étant que tu vas entre guillemets créer un contrat avec ton fournisseur de liquidité. Donc là, en l'occurrence, toi, eToro, tout comme n'importe quel fournisseur de CFD, qui va servir entre guillemets d'intermédiaire. Et en fait, le but du broker CFD, c'est d'avoir plusieurs clients qui sont à la fois acheteurs, vendeurs, etc. Et ça va être donc de couvrir la différence. C'est-à-dire, par exemple, un broker CFD, grosso merdo, je te simplifie clairement ce qu'il fait. C'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Mais la réalité, c'est en gros, si j'ai d'un côté aujourd'hui 200 personnes qui veulent acheter l'action Apple, 300 qui veulent la vendre, les 200 vont se les échanger. Moi, je vais en vendre que 100. Je vais faire la différence, voilà. Et évidemment, après, au moment de l'échéance, c'est-à-dire quand la personne veut rompre le contrat, on calcule la différence, contract for difference. C'est-à-dire que ceux qui ont voulu acheter Apple, admettons à $200, aujourd'hui elle est à 250. Hop, le broker, d'accord, donc qui a pris la contrepartie de l'achat, qui s'est donc offert contrepartie, doit payer $50 par action au monsieur qui les a achetés à 200. De même qu'évidemment, ceux qui l'ont vendu à 200 balles, quand ils sont à 250, ils doivent $50 au broker. Donc c'est un peu comme ça, de ces sauces-là que ça se fait. Donc il n'y a pas de détention réelle des titres financiers. C'est ce qu'on appelle un produit dérivé. Mais par contre, évidemment, c'est indexé sur le produit de base. Donc évidemment, ça apporte des facilités. Ou là, par exemple, ces trucs-là. Bon, on va sortir de ces aspects très techniques et revenir, alors ça reste tout aussi technique, mais comment je reviens sur ces périodes, mais dans l'absolu, j'aimerais comprendre les mouvements un peu, les pièges et les mouvements typiques que font tout le monde, tu vois. Et c'est vrai que, alors on le disait, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés sur les marchés, il y a un effet très moutonnier là-dessus. Donc en mars 2020, par exemple, alors moi j'aime bien décorréler ces épisodes du temps pour se dire que dans 2 ans, ils auront toujours autant de valeur. Mais j'ai l'impression que tout le monde souvent rentre en même temps et puis s'arrête en même temps. Et puis en fait, t'as que les pros qui gagnent vraiment de l'argent. Tu peux m'expliquer un peu ces mouvements et me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout ça? Moi, je me dis finalement, la technique, pour te dire un peu ma compréhension du truc, c'est finalement, moi j'ai acheté, mais si jamais ça baisse, je continuerai à acheter. Et en fait, le secret, c'est de savoir continuer à acheter jusqu'à ce que ce soit complètement au fond. Ouais, mais tu vas profiter de la remontée, mais quand est-ce que tu vends? Quel argent? Voilà. La question, c'est pas qu'est-ce que je veux acheter, comment je fais, et puis j'achète. La question, c'est quand tu as acheté avec tout le capital que tu avais, qu'est-ce qui te reste? La seule chose qui te reste derrière, c'est l'effet de levier. Et c'est ça l'énorme danger de l'investissement des particuliers. C'est qu'on se laisse très, très, très vite prendre à l'effet de levier, qui est le plus gros facteur
de risque, doublé souvent donc d'une méconnaissance de la gestion du risque, et t'as l'effet ciseau qui fusille tous les particuliers. Et le pire de tout, c'est que si tu veux, dans ces domaines-là, et quand on rentre un peu dans la formation après, on se rend très vite compte que c'est souvent des biais psychologiques extrêmement dangereux qui se mettent en place, dont par exemple celui dont tu viens de me parler, que moi j'appelle le biais permaboule. C'est-à-dire de dire, quoi qu'il arrive, la bourse doit monter, doit monter, doit monter. Et c'est effectivement ce qui se passe exactement en ce moment et qu'il faut décortiquer de manière un petit peu technique. Si tu veux, on peut parler de ça pendant 5 minutes, mais c'est très important. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans l'investissement, quoi qu'il arrive, c'est que il faut pas avoir cette vision binaire du il y a le bon investissement, il y a le mauvais investissement. C'est juste que il y a des investissements qui rapportent, mais ils sont souvent plus risqués. Il y a des investissements qui rapportent moins, qui sont moins risqués. Et l'essentiel, c'est que le marché, c'est un peu un microcosme qui évolue, dans lequel faut trouver ta place en fonction soit de ta psychologie et en plus de ça, de la psychologie globale de marché. Il en est où le marché, et pas de se dire qu'est-ce que moi je veux faire et peu importe ce que le marché fait. Et c'est cette dualité déjà qu'il faut arriver à mettre en place, en sachant que, comme je te dis, c'est pas des curseurs on-off, c'est plutôt, on va dire, vraiment des gradients. Moi, j'utilise souvent ce truc de nuance de gris. C'est de dire, c'est pas blanc, c'est noir, c'est tout le temps entre les deux et c'est de la modulation. Et c'est ça tout l'art, en fait, de différencier, entre guillemets, comme on dirait, le bon et le mauvais chasseur, quoi. Et du coup, le bon et le mauvais investissement. L'investissement qui va mettre le capital en risque et qui peut produire une perte. Et le pire de tout, c'est la ruine totale. C'est de dire, tu dis au revoir à ton capital. Après, tu vas avoir les pertes formatrices. C'est-à-dire, tu te fais cramer un petit peu une partie du capital parce que tu n'avais pas trop bien compris ces mécanismes-là. Et après, le côté rendement, c'est plutôt là, tu as fait quelque chose qui est en lien avec un investissement rationnel et théoriquement parlant, tu profites de la base du marché haussier, c'est quand même de dire la croissance économique et en fait, même si on parle d'aspect spéculatif, en fait, tu perçois le rendement ou une partie de ce rendement et de cette création de richesse qui tourne autour de nous. Voilà, c'est de dire la vie, elle évolue, on crée de la richesse, le PIB monte, etc., etc. Les marchés montent, donc il y a toujours plus d'argent qui arrive dans les marchés et c'est comment ça va se répartir. Donc, est-ce que les marchés sont naturellement et intrinsèquement haussiers ? Oui, clairement. Par contre, ça dépend sur quel horizon de temps on parle. Et c'est là où ton cas spécifique risque d'avoir des problèmes dans les prochaines années parce que je sais pas du tout quel âge tu as, mais le grand mal de... J'ai 40 ans. Ouais, voilà. Donc, t'es pile poil dans le délire là. On va dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est entre 30 et 50 ans, c'est-à-dire l'âge d'accession à la richesse, etc., on fait partie de la génération qui a connu, en gros, pas rien d'autre que... du haussier. En fait, on n'a jamais connu rien d'autre que l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, la hausse des masses monétaires, etc., etc. Et on n'a jamais connu l'inverse, c'est-à-dire la déflation, la perte de valeur et la spirale déflationniste. Alors que ça, si tu en parlais à tes grands-parents, eux, ils ont bien connu. Et c'est de dire, en fait, il y a plusieurs cycles dans tout. C'est-à-dire que si ton investissement, tu veux le faire à très court terme, il y a des cycles, intraday, il y a des moments dans lesquels c'est plus intéressant de faire des choses. Après, il y a la gestion du risque par-dessus, mais c'est une affaire de timing. Et donc, 2 cycles. Et tu as des cycles pour des investissements très court terme, tu as des cycles pour des investissements un peu plus moyen terme, ce qu'on va appeler le swing, et tu as carrément après donc le cycle, l'aspect cycle économique, donc la phase d'investissement, la phase de croissance et la phase de distribution. Et après, tu as carrément le macro-cycle, c'est-à-dire des cycles qui durent en général une bonne 50aine d'années. Et tout est question donc de dire la principale des choses, c'est déjà de pas être à l'envers du cycle. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est en plein cycle de croissance, d'expansion économique, d'inflation et compagnie, le mec qui se met vendeur à découvert là-dedans, il est juste en train d'essayer de stopper un raz-de-marée avec ses mains, quoi. Et ça sert à rien, c'est complètement stupide. Tout comme le problème auquel on risque d'être confronté dans les prochaines années, c'est la maturation du macro-cycle économique et le risque, quoi qu'il arrive au bout d'un moment, c'est d'un changement de base monétaire avec un risque souvent d'avoir l'opposé de ce qu'on a connu avant pendant une courte période, souvent assez douloureuse et probablement déflationniste. Donc le risque qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, et c'est bien là où on rentre dans la gestion du risque, c'est pas de dire ça va arriver demain ni machin, c'est ça va arriver, oui, parce que c'est inévitable, mais quand ? Donc quel est le risque qu'on fait courir au capital investi aujourd'hui, sachant que la déflation, c'est clairement un risque de perte de valeur si on est investi sur les actifs qui vont la subir. Et en fait, c'est marrant parce que quand je t'écoute, et tu vois, je trouve ça finalement plein de sens et
je vais pas dire simple parce que c'est pas simple, mais tu vois, quand je regarde mon portefeuille, là, je me dis, tiens, j'ai acheté du Bitcoin, j'ai pris 8%. Bon, c'est pas fou, mais c'est pas mal. J'ai acheté du Amazon, j'ai pris 15%. Là, ça commence à être bien. J'ai acheté du Google, j'ai pris 30%. J'ai acheté, même sur du BNP, j'ai pris 25%, tu vois, ou des choses comme ça. Bon. Fine, de l'Ethereum, du Française des Jeux. Je suis quasiment les moins bons scores que j'ai fait, c'est du plus 10%, tu vois, sur la période du dernier quadrimestre. Bon, mais alors moi, ma stratégie, par exemple, elle est de me dire, je vais rentrer petit à petit, parce que c'est ce que j'ai appris avec la martingale. Faut pas me rentrer tout d'un coup, faut rentrer petit à petit. Donc, il va plutôt, moi, j'y vais à coût de 500 euros par mois, et puis je me dis, tiens, je rajoute. Je me dis, tu vois, au bout de 2, 3, 4 ans, bah, même si ça baisse, bah, finalement, à un moment, j'aurai lissé les hausses, les pertes, puis tant pis. Alors, Mieux, voilà. Si on peut s'arrêter là déjà direct, donc ça c'est un profil très classique justement, mais attention, donc ça c'est typiquement le profil rentier. Mais alors là, je peux donner tout de suite une optimisation de ton capital. Alors attention, c'est pas du conseil en investissement, Vas-y. etc. Non, c'est pas du conseil, gros, non, justement. par rapport à ce type de profil-là, donc l'investisseur régulier, mais qui n'a pas accès à un capital, mais plutôt qui va essayer de faire fructifier des économies de manière régulière. Autrement dit, à l'époque, ceux qui foutaient ça sur un livret A, qui savent bien qu'aujourd'hui ça rapporte tellement que dalle, c'est plus bas que l'inflation, donc en fait tu perds de l'argent aujourd'hui sur un livret A. Le temps te coûte de la richesse, entre guillemets, te coûte de la valeur. En fait, le trading, il faut bien comprendre que c'est jouer avec des prix, mais sans jamais commettre la connerie de se tromper sur la valeur. Et ça, on va en parler après, de ce lien un peu prix-valeur et de la folie dans laquelle on est aujourd'hui, où on n'a plus aucune notion des prix, enfin plus aucune notion de la valeur, parce que les prix bougent extrêmement vite. Tu vois, tu disais tout à l'heure, 30% de valeur sur ci, sur ça, en quelques mois. Ça, c'est pas normal, on est bien d'accord. Alors, non, on est d'accord. Mais du coup, c'est ça, moi, là, les questions que je me dis, c'est du coup, je fais quoi? C'est pas normal, mais en fait, déjà, quand j'étais à plus 15% sur Google, je me disais, bah, faut peut-être que je vende. Et puis, je suis à non, plus non, 30. Je me dis, c'est ça pas se trouve, ça va pas forcément ça. encore faire plus 30, quoi. Donc, Non, ce qui est important, c'est de toujours comprendre, donc, dans la notion de risque, il y a le risque cyclique, c'est-à-dire le risque de timing, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, il faut bien comprendre que tout investissement doit avoir une durée limitée, et surtout jamais rentrer dans ce délire-là de, bon, j'ai acheté, mais je sais pas trop ce que je fais, et puis je laisserai jusqu'à ce que, non, c'est tout sauf ce qu'il faut faire. Il faut toujours avoir un plan, et son plan joue sur un time frame spécifique. Est-ce que je suis un investisseur moyen, long terme, etc. Bref, sur quels horizons de temps j'investis, et du coup, ça construit un plan avec une échéance. Et cette échéance, c'est de dire, quoi qu'il arrive, à ce moment-là, voilà les indications techniques que je vais rechercher sur la maturité de mon cycle pour dire, OK, là, je sens que c'est bien mature, et boum, je prends mes profits. Je vais pas attendre que les autres l'aient fait avant moi. C'est le principe de dire, on va essayer de se positionner au mieux dans le cycle. Il y a un petit peu, si tu veux, de prévisionnel et de mise en place d'un plan. Ça, c'est hyper important. Mais dans ton cas de figure, donc ce que j'appellerais l'épargne de marché, un peu entre guillemets. Le problème là-dedans, c'est que donc soit tu vas faire appel à des fonds d'investissement, ce qui me semblait le véhicule historiquement le plus alloué à le faire, parce que le principe, c'est donc de dire, quand tu investis avec des horizons moyen-long terme, puisque c'est le cas de ce que tu parles là, et que tu investis de manière régulière, en soi, tu fais quelque chose de pas bon. Parce que on parlait de timing, c'est-à-dire qu'à moyen long terme... Merde, je crois que je fais un truc bien. Non, c'est pas mauvais, mais c'est de dire qu'il faut le faire par l'intermédiaire d'un financier qui va justement faire la gestion du risque pour toi. Et il faut bien comprendre qu'un fonds, ce qu'il va faire, c'est qu'il va collecter de l'argent et il va l'investir à différents instants, à différents endroits. Il va, entre guillemets, faire de la gestion active. Juste prête, quoi, un peu. Non, mais c'est de dire, il va étaler mes risques, quoi. Tu vas avoir un gérant derrière comme moi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ce que je fais avec mon capital, je pourrais très bien le faire dans un fonds d'investissement, et c'est ce que font d'autres traders. D'accord. Et le principe derrière, ça va être de dire, OK, j'ai telle masse de pognon, où est-ce que je vais la mettre pour gérer le risque de cet argent en fonction du profil des gens qui ont mis cet argent, de ce qu'ils attendent en termes de rendement et de niveau de prise de risque. Autrement dit, je vais faire mon travail à moi pour toi. Et évidemment que moi, c'est un travail que j'ai fait. J'ai appris ça pendant plusieurs années. Et le savoir que j'ai, tu ne l'as pas. Donc, c'est pour ça que la gestion active en soi, c'était la meilleure des façons de gérer son capital dans le cas de ton cas de figure, où tu vas en gros m'apporter tous les mois à peu près 150 euros. Moi, je vais avoir cette récurrence-là. Je sais que tu donnes à peu près ça, mais je vais pas nécessairement investir tes 150 euros tout de suite. C'est de dire, je vais pas acheter 150 euros de Google tous les mois. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être accumuler 3-4 mois de ton investissement et puis attendre un timing plus intéressant pour acheter Google. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vraiment ça, en fait, qu'on appelle la démarche de gestion active, qui est aujourd'hui pas très, très à la mode, puisque
on est plutôt aujourd'hui, en tout cas depuis les 3-4 dernières années, sur un flux entrant dans les ETF qui est absolument flippant, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui veulent être eux-mêmes acteurs de leurs propres investissements, et c'est un peu dangereux dans le sens où aujourd'hui, je pense que ça risque de créer des emballements à la sortie, justement, parce que l'ETF, si tu veux, c'est de dire je choisis le paquet d'actions que je veux acheter, et ma gestion du risque, au lieu de la faire avec une gestion du risque et donc le travail d'un professionnel de la finance derrière, je vais plutôt me la faire moi, parce que moi je le sens bien et que je suis meilleur que mon courtier. Bon, l'histoire a toujours prouvé, en tout cas moi personnellement dans l'histoire financière, que à chaque fois que je vois les particuliers se prendre pour des traders, ça finit jamais très bien. Donc, c'est plutôt de dire, à ces moments-là, on est généralement dans des contextes où on va commencer à favoriser les bulles spéculatives. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on est dans un contexte favorable à la création de bulles spéculatives? Aujourd'hui, malheureusement, la réponse c'est oui. On est purement dans ce type de contexte-là où la smart money, c'est-à-dire ce dont je te parlais avant, c'est-à-dire les gens qui sont formés un petit peu à la gestion du risque et qui ont une expérience de marché, aujourd'hui, on se demande franchement ce qui se passe et est-ce que c'est bien durable? La seule chose à laquelle on sait répondre, c'est que c'est probablement pas très durable. Mais est-ce que nécessairement ça va s'effondrer demain? Ça, on sait pas. Par contre, ce qu'on constate, et ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont une volonté personnelle de s'investir, et encore plus qu'avant, alors que moi, personnellement, je pense qu'on a fait les gains des 10 prochaines années. Ils sont déjà là, quoi. Ils sont déjà dans les prix. Donc maintenant, c'est soit les gains arrivent, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui va monter les prix encore plus haut? Pas grand-chose, si ce n'est l'attrait spéculatif, c'est-à-dire là où on rentre sur quelque chose qui s'apparente un peu plus à un schéma de Ponzi. Alors attention, je veux pas faire peur non plus, mais c'est le principe où effectivement on en vient à acheter parce que les prix montent, sans se poser la question de la valeur dont on revenait tout à l'heure. Combien ça vaut réellement ce truc-là, et pas nécessairement combien je pense que le prix vaudra demain. Et c'est là où du coup tu dois rentrer dans les choses plus complexes, parce que moi la difficulté que j'ai en fait, c'est que je suis pépouze avec mes actions là, tu vois, Amazon, Google, même BNP, même FDJ, tous ces trucs là, même Bitcoin, je les achète au fur et à mesure et puis voilà. Mais en fait, même les vendre, j'ai une sorte de FOMO, comme on dit, de fear of missing out. Je me dis, si je les vends, j'ai encore loupé de la croissance, etc. Surtout sur les GAFA, où tu dis, de toute façon, ces trucs, c'est impossible, ça fait que monter, ça n'a fait que monter. Donc finalement, là déjà, je me dis, évidemment, je me dis comme tout le monde, c'est possible que ça s'arrête, mais en fait, c'est pas possible. C'est sûr, mais ça fait tellement longtemps qu'on se dit ça que tu dis, l'action Facebook à 100 balles, je me disais c'était n'importe quoi, et elle est à 230, tu vois. Donc la question c'est les vendre. Alors du coup, ok, mais j'en fais quoi du coup après, tu vois? C'est pas une question de ça. La question, encore une fois, elle est jamais tout blanc, tout noir. À partir du moment où ta réflexion dans un investissement, ou en tout cas quoi que ce soit qui aura attrait à des marchés financiers, à partir du moment où ton raisonnement est blanc et noir, il est de toute façon mauvais. C'est vraiment ça. C'est de dire, en fait, il faut toujours raisonner probabilité. La probabilité qu'une chose se produise à 0 ou 100%, ça veut dire que soit tu connais l'avenir, chose que personnellement je te mets au défi de me prouver. Il y en a beaucoup qui ont essayé, mais disons que j'en ai jamais vu réellement réussir au-delà d'une certaine durée, puisque à ce jeu-là on rentre plutôt donc pas nécessairement dans la vision du futur, mais plutôt dans l'ère du pari, et donc là du gambling. Mais encore une fois, il y a des parieurs professionnels. Mais si tu veux, dans ce cas-là, un trader, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un parieur professionnel. C'est-à-dire une personne qui a bien compris que dans le pari, il y a surtout un aspect statistique, et donc mathématique, et ce dont on parlait avant. Donc, la première des notions que tu apprendras de toute façon en investissement, c'est déjà de jamais mettre les œufs dans le même panier, de diversifier. Et après, la seconde qu'on apprend, c'est la gestion du risque. C'est-à-dire, OK, les prix montent, OK, il y a du rendement à percevoir, donc des gains à faire. Il y a forcément un risque qui est associé, et c'est souvent cette erreur-là que font la plupart des gens, c'est d'outrepasser cette question importante de c'est quoi le risque ? Et en fait, de bien comprendre qu'il y a des moments donc où le rendement est là et le risque est relativement faible. Il y a des moments où par contre, ce niveau de risque augmente assez considérablement, et en fait, cette méconnaissance du niveau de risque fait que on perçoit un rendement, on ne perçoit pas le risque, alors qu'en réalité, un professionnel te dira que tu as la courbe qui est carrément dans l'autre sens. Ça ne conditionne pas une perte. Il faut bien faire attention, c'est-à-dire qu'un niveau de risque élevé pour un rendement moyen n'est pas nécessairement un trade perdant. Par contre, c'est juste que reproduire ce même schéma typique des centaines de fois, c'est perdant.
Tu peux pas, si tu veux, statistiquement parlant, moi, ce que je te dis, je peux pas te dire où va l'action Google, j'en sais rien. Je peux pas te dire si Amazon est si too big to fail et si dans 5 ans, les prix d'Amazon seront plus hauts. Et pourtant, aujourd'hui, je discute avec des gens qui pensent connaître cette réponse, qui vont te dire, mais quoi qu'il arrive, dans 5 ans, Amazon, ce sera plus cher. Et ben, moi, je leur dis, soit, mais dans ce cas-là, fais en sorte que ce soit pas un pari. Et comment on fait la différence entre un pari et un investissement? Eh ben, tout simplement, la bonne réponse, c'est je m'en fous d'où ce sera le prix dans 5 ans, c'est quelle est la part du capital que tu as alloué à ce pari. Ouais. Si tu me dis j'ai 10 000 euros sur mon compte et j'ai acheté 3 000 euros d'Amazon, là je vais te dire il y a un gros problème parce que déjà ton truc c'est un énorme pari et mon avis personnel de financier c'est que si dans 5 ans on arrive déjà à maintenir les niveaux de valorisation actuels, ce sera pas mal et si la bulle éclate pas, ce sera plutôt bien. Donc moi je vois pour aujourd'hui des rendements assez limités. J'ai pas dit des rendements baissiers, j'ai dit je pense que la valeur sera pas trop loin du prix actuel dans plusieurs années. Parce qu'on a anticipé beaucoup de gains. C'est ce qu'on appelle le ratio court-bénéfice. Ouais, c'est de dire aujourd'hui, par exemple, Amazon, ça se paye 150 fois les bénéfices. Ça veut dire qu'on a pris 150 trimestres d'avance. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme les Tesla et tout ça, c'est... Ouais. Voilà, au bout d'un moment, ne rien faire pendant un petit moment sur le prix pour attendre que la valeur retrouve un petit peu de relativité, c'est pas en soi complètement débile. C'est même totalement logique dans l'histoire financière. Donc, en soi, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je te dis, moi, mon avis, c'est plutôt que le prix sera stagnant dans 5 ans, avec probablement beaucoup de volatilité, c'est-à-dire qu'il risque de monter très loin de la valeur, très haut, bulle un peu spéculative, et de s'effondrer très fort, potentialité de crack. Autrement dit, quelle est la volatilité, l'écart type que je vois sur ce type d'investissement? Très fort. Autrement dit, le risque de se faire balader par la psychologie est absolument stratosphérique. C'est-à-dire que quand ça va monter, tu vas être complètement euphorisé, puis quand ça va s'écrouler, ça va être tellement violent que tu vas partir en panique complète. Donc, quel est le risque psychologique de l'investissement? Énorme pour une personne qui n'est pas habituée à ça, à gérer de l'argent, et donc qui n'est pas habituée à la finance. Donc déjà, je me dis, un investisseur particulier, l'envoyer sur ce genre de dossier, c'est waouh, ultra violent. Et que font les particuliers en ce moment? Ils s'extasient sur les grosses valeurs qui ont ils achètent. un niveau de volatilité projeté absolument stratosphérique et en plus de ça, des niveaux de prix très élevés. Donc, et sans rentrer, pardon, Phil, dans une... tu parles de tous ces... Enfin, moi, je te dis, ils achètent, la plupart, ils achètent dans cette euphorie. OK. La question que je me pose, moi, c'est... quand est-ce que, là je te parle pas, donc c'est pas un conseil pour Google ou pour quoi que ce soit d'autre, mais quand est-ce que tu vends? C'est quoi ton toi, quand est-ce que tu vends? Alors tu vois, et c'est quoi c'est la bonne question. Comme on disait tout à l'heure, c'est toujours une histoire de plan. C'est-à-dire que le plan, c'est de savoir qu'est-ce que tu avais prévu de faire et si réellement tu vas changer de plan, il faut de très très bonnes raisons et c'est bien souvent de très mauvaises raisons qui permettent de changer et on a plutôt tendance à changer ses plans quand ils se sont mal passés que quand ils se passent bien. Autrement dit, si tu te dis par exemple là, prenons un cas de figure très contemporain, là par exemple l'investissement Covid. Alors, donc déjà, quelle était la chose à pas faire? Perdre une semaine sur son délai d'investissement et se retrouver avec des prix qui avaient déjà pris 15 à 20%, et encore, je suis gentil pour certaines valeurs. Donc déjà, tu rates un peu le train, mais tu te dis, bon, c'est pas grave, j'y vais maintenant parce que j'ai peur de rater plus tard. Bon, là, c'est vraiment l'enfer. Enfin, c'est l'enfer. En tout cas, déjà, c'est pas une décision optimale, c'est plutôt une décision de moindre mal qui, en soi, est déjà, pour moi, en tout cas, une décision pas optimale. Deuxièmement, l'erreur à pas commettre derrière, c'est de se dire, bon, maintenant que j'ai acheté, que les gains que je prévoyais à l'époque sont déjà faits, du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prolonge l'expérience? Parce que c'est ça la question que la plupart des gens se posent aujourd'hui. Ils sont rentrés, ils voient des gains faramineux comme ceux que tu as. Normalement, je te donne un ordre de grandeur, mais pour un rendement de portefeuille moyen, on est sur du 15% annuel. Là, en 4 mois, la plupart des gens qui ont acheté ces grosses valeurs, ils ont pris entre 50 et 100% sur l'investissement. C'est-à-dire pratiquement x2 en 4 mois. Donc, ça veut dire que tu vends et puis t'arrêtes et puis t'attends l'année prochaine? Enfin, tu vois, c'est ça qui est difficile parce que, en fait, moi, je rentre là-dessus en me disant, bon, je crois en Google, donc j'y vais, tu vois, ou en Amazon, et je me dis, bon, voilà. Et en effet, t'as raison. Après, j'y crois, c'est un peu débile aussi, mais je me dis, tiens. On va essayer de faire un peu de reverse engineering, mais essaie donc de revenir sur ce que tu viens de dire et d'essayer de te rappeler de ce que je t'ai dit juste avant. Oui, sur le nombre de multiples de fois les bénéfices, etc. Non. Le truc que je t'ai donné encore une fois avant. Ouais. Tu me poses la question. Tu me dis, du coup, quand est-ce que je vends? Ouais. Moi, tout à l'heure, je t'ai dit, il faut jamais prendre de décision qui soit 0-1, noir-blanc. L'erreur que tu commets ici, c'est que quand est-ce que je vends, c'est pas une variable unique,
c'est justement un gradient. Tu peux en fait vendre une partie. Ouais, bien sûr. Et c'est là en fait que se trouve la gestion du risque. Parce que si tu me dis est-ce que je dois vendre mes actions Amazon et mes actions Google, ben moi ma réponse c'est oui et non. Parce que ça se trouve entre les deux. Et tout le but de la gestion du risque, c'est de trouver ce juste milieu qui est entre on est bien d'accord, hein, toujours à la fois rationnel et irrationnel. C'est-à-dire que tu vas essayer de l'ancrer sur des éléments rationnels, mais de toute façon, grosso merdo, en gros, chaque trader a sa méthode et quelqu'un d'extérieur au marché te dira ouais mais attends, ton truc c'est un peu doigt mouillé quoi. En gros, toi tu vas me dire ça, le voisin à côté qui se dit gestionnaire de risque lui aussi va se baser sur d'autres outils de gestion. Est-ce que c'est pas franchement complètement bullshit votre histoire? Et je voudrais venir sur la suite après sur un peu le côté tête brûlée et comment on y va et que tu m'expliques aussi un peu l'intraday rapidement. On va pas avoir non plus 2 heures pour tout ça et je vais pas te prendre plus ton temps, mais avant d'arriver là-dessus, tu vois, je continue sur cette histoire et je me dis mais en fait quand on est dans la situation actuelle où ça fait que monter, tu vois, tu dis mais si je vends la moitié de mon Amazon, de mon Google et puis que je rachète, je sais pas moi, peu importe du Orpea et des maisons de retraite parce que je me dis tiens la maison de retraite ça reste toujours une valeur sûre. Bon, soit. Mais en fait, quand tu as fait ça sur les 3, 4, 5 dernières années, à part cette espèce de truc chelou qui s'est passé au mois de mars, bah en fait, finalement, si tu t'es mis à vendre tes 50% de ton Google tout le temps et que tu n'avais pas mis beaucoup, bah à la fin, bon oui, ça continue à monter le reste, mais tu n'as pas gagné grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est difficile parce que tu as toujours cette espèce de fear of missing out, cette peur de louper le truc qui fait que tu te dis mais non mais moi je m'accroche à ce truc là quoi. Alors, Et limite je voudrais doubler plutôt que couper la moitié. Ce que je peux te dire, moi personnellement, c'est que de ce que j'ai retenu de mes dernières années et de tout ce processus d'apprentissage de la gestion du risque, c'est que quoi qu'il arrive, moi ce qui m'importe, c'est pas nécessairement de prendre une bonne décision. Moi, ce qui m'importe, c'est de ne pas prendre une mauvaise décision. Et c'est juste de comprendre que c'est ce raisonnement par l'absurde qui est un peu à la base, en fait, de l'idéologie de la gestion du risque. Parce que j'ai pas peur d'utiliser ce mot-là. Hein. Franchement, il s'agit clairement d'une idéologie financière qui est née avec le néolibéralisme, etc., et qui n'est peut-être pas forcément vouée à perdurer ad vitam aeternam. Mais en tout cas, c'est le modèle financier et le modèle, on va dire, le modèle un peu limite théologique sur lequel on a construit aujourd'hui nos économies modernes basées sur la finance de marché. Parce que la finance de marché, d'accord, donc la façon dont on régule le pognon dans l'économie, où est-ce qu'on la loue, etc., elle était historiquement gérée par les financiers. D'accord, c'est-à-dire donc par des gens qui avaient construit des modèles à la base basés sur des mathématiques, puis des modèles extrêmement complexes et compagnie. Et donc toute cette finance doublée, donc en fait, tu as toujours deux profils dans la finance. Tu as le profil mathématique. Hein, donc tout ce qui est les quants et compagnie qui sont devenus les génies du marché des 20 dernières années. Mais attention, à côté de ça, tu as effectivement les profils donc un peu tête brûlée qui n'ont aucune prudence dans la mesure de l'investissement, qui sont vraiment en mode risk-on tout le temps et qui évidemment demandent des rendements très élevés pour leur prise de risque. Ces gens-là, on en a clairement besoin. Là, quand je te parle d'économie réelle, je te parlerai par exemple d'un entrepreneur, d'une personne qui va prendre réellement un risque, qui va mettre en risque son capital, c'est-à-dire qui va emprunter pour prendre des risques dans l'économie et qui va demander quoi en retour? Bah, évidemment, des bénéfices, un salaire, etc. Et si tu veux, dans ce modèle-là qu'on avait construit et que je trouve personnellement idéologique, certes, mais pas mauvais du tout. Et pourtant, Dieu sait que il y a 10 ans, j'étais plutôt d'idéologie gauchiste et tu me parlais de marché, je te disais plutôt que ces mecs-là étaient en train de foutre la planète en l'air. Bon, en soi, quand on commence à comprendre le système et la façon dont il fonctionne, c'est pas si mauvais que ça, mais c'est pas parfait non plus. Et le problème qu'on vit aujourd'hui, c'est plutôt, j'ai envie de dire, la dérive justement de la monnaie, où en fait, aujourd'hui, c'est plus vraiment les profils à gestion de risque qui sont en train de contrôler le marché, c'est plutôt les profils prise de risque. Et pour moi, dans mes macro-cycles, tu vois, dont on parlait tout à l'heure, c'est plutôt synonyme de fin de cycle. Voilà. La prise de risque quand la croissance économique est en ralentissement, c'est pour moi généralement synonyme d'une fin de quelque chose. Maintenant, fin de quelque chose, ça veut pas dire demain ça se pète la gueule, effondrement, tout ça. Je parle encore une fois pas d'un passage de l'état blanc à l'état noir. Mais vraiment, je pense aujourd'hui que ce schéma haussier commence à voir son niveau de risque augmenter assez considérablement par la prise de risque de ces leviers financiers. Et ça, c'est ce dont on parlait juste avant, le levier. Toi, tu me dis, je mets de l'argent, mais à quel moment tu t'arrêtes ?
Parce qu'en fait, aujourd'hui, le monde dans lequel on vit avec des taux à zéro et compagnie et machin, bah, l'argent, c'est nos limites. Donc, si c'est nos limites, bah, tu peux emprunter nos limites pour acheter nos limites, des trucs qui vont monter nos limites. Il y a un problème dans l'histoire. À quel moment, en fait, on coupe? À quel moment on ferme la vanne? Parce que, comme on dit, derrière, il y a effectivement les risques volatiles, comme on a parlé là, et le coronavirus, c'est juste un des plus gros exemples. C'est de dire, le marché n'a pas attendu de savoir les tenants et aboutissants du coronavirus pour lâcher 25%. Pire que ça, moi, ça fait 2 ans que je dis déjà qu'on va se prendre une grosse patate dans la gueule, qu'on ne sait pas trop d'où elle va venir, mais qu'on met un effet de levier sur les marchés aujourd'hui qui est considérable dans un moment du macro-cycle économique où on risque de manquer de croissance. Risque ne veut pas dire que la croissance ne peut pas repartir. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est surtout en train de prévoir les bénéfices du futur, mais qui sont pas du tout encore là. Et pire, la réalité qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est plutôt face à des ralentissements de la croissance. J'ai pas encore parlé de décroissance, clairement pas. Même si Covid nous l'impose un petit peu, mais je pense que c'est une phase plutôt transitoire. Mais par contre, la réduction des niveaux de croissance, ça, c'est là. Et je pense que ça repartira pas demain, à moins, évidemment, là on parle plutôt de la prospective, qui est une rupture technologique. Et je pense que c'est tout le pari d'aujourd'hui des gens qui se disent une rupture technologique est imminente et il faut investir sur cette rupture. Et là, dis, qu'est-ce qui se passe si cette rupture n'arrive pas? Et combien de temps on va pouvoir se permettre d'attendre cette rupture qui pour l'instant n'est pas là? Et là, il y a le suivi, j'imagine, un peu des intuitions. Te dire, tiens, bon, là, on commence par l'hydrogène à droite à gauche, je sais pas, le cannabis. Te dire, tiens, il pourrait y avoir un comeback du nucléaire, pourquoi pas. Te dire, enfin, plein de choses comme ça. Et tu peux te dire, bah, tiens, je vais investir sur ces marchés plutôt que du Google et du Amazon parce que j'ai des convictions. Et puis, je vais me faire 3, 4, 5 convictions. J'investis sur ces trucs-là un peu plus longuement. Et oui, mais encore une fois, qu'est-ce qui se passe si tu as tort? C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, le but n'est pas de prédire l'avenir, de savoir quel va être le secteur porteur de la croissance de demain. Faut être bien malin ou venir du futur pour savoir ce que ce sera. C'est donc l'intérêt donc de pas rentrer dans le pari, mais de rentrer dans l'investissement. C'est de se dire, je ne sais clairement pas ce qui va se passer. Quelle est la façon la plus objective de s'y mettre et de s'exposer à cette potentielle future croissance. Et pour moi, aujourd'hui, c'est clairement pas d'acheter Google, Amazon, machin et compagnie, d'en avoir un peu. Certes, je pense qu'il faut avoir ces valeurs en portefeuille. Je te dis pas d'être dedans ou pas dedans. Il faut être dedans, je pense. Mais aujourd'hui, la mesure du risque m'invite à être très prudent sur ces valeurs-là et pas nécessairement agressif sur autre chose. Je pense que l'instant aujourd'hui, c'était d'être agressif il y a 3 mois quand on était en bas. Et évidemment, il fallait être préparé pour ça. Et moi, c'est ce que j'essaie de transmettre depuis 2 ans, de dire il faut arrêter d'acheter les sommets de marché, c'est complètement con. On va probablement avoir quoi que ce soit qui causera un repli et il faudra être prêt à ce moment-là. Et moi, la connaissance de la volatilité me laissait à penser que ce serait un élément externe au marché qui viendrait impacter rapidement les prix. Et bon, bah, il s'est trouvé que c'était Covid à tel point, je mens pas, hein, que au début de la phase Covid, moi le premier, j'ai trouvé que c'était un peu exagéré. Je me suis dit, oh, c'est un peu bullshit. Bon, c'est vraiment, ça donnait ce sentiment de la bonne excuse, quoi, pour que les marchés s'écroulent un peu entre guillemets et qu'on vienne chercher des prix plus intéressants. Ok. Avant de te laisser, je voudrais juste quand même aborder ce truc que je veux aborder. Je pourrais en aborder pendant des heures, hein, parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant. Mais tu parlais du risk on, un peu ce que j'appelais les têtes brûlées. C'est quoi est-ce que ça, on parle de trading intraday, on parle de... C'est quoi les bases de tout ça? C'est d'aller gratter du 1%, 0,5% tous les jours et de se dire, ah, tiens, il y a des jours je gagne un peu, des jours je perds un peu. Le risque. C'est clairement ça. Et là, le principe, c'est de dire, c'est une façon d'investir. C'est de l'investissement très, très actif dans le sens où vraiment, tu vois, ce qu'on parlait tout à l'heure d'investissement actif et passif. L'investissement passif, c'est clairement de dire, bah, en gros, je fous rien. J'achète tel et tel truc et je suis très patient. Donc ça, c'est totalement compatible avec des investissements à moyen terme, étant donné évidemment de savoir derrière ce sur quoi on investit. Est-ce qu'on investit sur des valeurs défensives, c'est-à-dire des valeurs qui survivent à plusieurs cycles économiques, ou de la valeur de croissance, quelque chose qui va produire de la valeur, mais généralement pendant un seul cycle économique, et qui après va perdre beaucoup du prix qu'il avait obtenu en fin de cycle. Donc il faut bien faire l'arbitrage valeur de croissance, valeur défensive, pour pas faire de bêtises en désaccord avec le cycle. Tu vois, mais tu vois,
quand tu fais ça, enfin sur plusieurs cycles et ces choses-là, moi je comprends quand même que je me dis, tiens, si en ce moment je vais sur du photovoltaïque ou de l'éolien, alors à moins que j'achète des valeurs qui sont déjà overpricées parce que trop de, déjà 20 fois ou 100 fois son résultat, et en effet, c'est déjà too much, mais même je me dis elle va exploser, donc voilà. Je peux me dire, je prends des risques, mais je crois intrinsèquement, intimement qu'ils sont mesurés. Euh, Mais bien Dans sûr. l'intraday, mais surtout si je fais plusieurs paris comme ça, je me dis, il y en a quelques-uns qui ont payé. Dans l'intraday, tu parlais tout à l'heure de joueurs, mais ça n'est que du joueur. À moins que tu aies des informations sur, sur ce qui va se passer aujourd'hui chez BNP, d'une annonce, ou de ce qui va se passer chez PSA, ou Alors, je sais pas quoi, tu ne peux pas savoir si l'action va prendre 0,5, 2, 3 ou perdre, en Alors fait. attention, ce que je te parle là ici, on parle de totalement autre chose. Là, jusqu'au début, on a plutôt parlé en fait de l'aspect investissement et qu'est-ce qui Oui, fait oui. la différence entre le bon et le mauvais chasseur. Hein, et donc de se positionner pas et d'essayer de, voilà, c'est plutôt comme je t'avais dit, non pas de définir ce qu'est un bon investissement, mais de faire en sorte déjà de ne pas en faire un mauvais. Ouais, C'est-à-dire de pas chercher un rendement pour un niveau de risque réel qui est en soi bien plus grand que le rendement potentiel. Ça, c'est la première des conneries à éviter. La deuxième, c'est de faire attention à son arbitrage valeur défensive, valeur offensive, selon la maturité du cycle sur le time frame sur lequel on veut s'investir. Donc souvent du moyen long terme, donc des choses, on va dire des cycles économiques d'une dizaine d'années, grosso merdo, ça va entre voilà 6 et 12 ans, avec, on se dit souvent en moyenne 8 ans, c'est à peu près la durée de vie d'un cycle. Donc là, moi, ce qui me fait peur, c'est quand je vois des gens qui achètent de la valeur de croissance, qui a été la valeur de croissance du cycle précédent, en se disant Covid, c'était une crise, donc on a un nouveau cycle qui émerge. Moi, la crise, je l'ai pas vraiment vue. Je te le cache pas comme ça. Je note qu'il y a eu un pullback sur les prix, mais je vois pas de crise. Donc déjà, Hmm. est-ce qu'on peut aller plus loin dans les pertes? Clairement, oui. Clairement, oui. On peut se péter une bonne vieille crise économique, enfin une bonne vieille crise financière. Et là, pour le coup, celle-là, elle va nous faire tomber les prix beaucoup plus bas. Donc, encore une fois, aujourd'hui, pour moi, l'erreur à pas commettre, c'est pas être totalement investi à l'heure à laquelle on est actuellement. Être investi, mais évidemment que oui. Mais est-ce qu'il fallait investir il y a 3 mois ou est-ce qu'il faut investir aujourd'hui? Bah, évidemment qu'il fallait le faire il y a 3 mois, de Hmm. manière mesurée, parce que évidemment, quand on est en pleine phase de crise, on n'a pas spécialement envie, excuse-moi l'expression, de poser ses couilles sur la table et de tout sortir. Donc, évidemment, l'erreur à pas commettre, c'était de pas se surexposer au marché en pleine phase Covid, mais bien d'acheter et d'attendre de voir ce qui se passe plusieurs mois plus tard. Là où on est, à mon sens, aujourd'hui. Où le bon positionnement rationnel, c'est plutôt de commencer à prendre une partie de ses bénéfices, pas de se barrer du marché, mais d'aller dans la nuance de gris et de se préparer éventuellement, si on garde une conviction acheteuse, de racheter des baisses de prix éventuelles. Mais pas de racheter un pullback de 2%. Hein. Hmm. Je parle d'attendre vraiment sur des horizons de cycle. On parle vraiment de trade où normalement, si tu viens de réaliser une action il y a quelques semaines, ta prochaine action, elle est dans quelques mois. Ok. On parle vraiment de trucs qui se font sur des Non, non, horizons de 8 ans. Et normalement, bah, tu dois avoir un délai entre chaque action qui correspond avec ce cycle. Après, pour revenir à ce que tu disais, donc la spéculation et l'intraday, là, c'est vraiment quelque chose de différent. On n'est pas sur de l'aspect investissement, puisque là, il s'agit de prélever une partie du rendement lié à un mouvement de court terme. Autrement dit, clairement, en général, ça va être soit de dire il va y avoir un changement structurel sur la valeur, et effectivement, la news, d'accord, soit c'est le délit d'initié, c'est-à-dire que tu avais l'information avant, etc., soit il y a plusieurs autres c'est facteurs. illégal. Donc, oui, Oui, mais il y a plusieurs autres facteurs, et surtout celui dont on parlait tout à l'heure, la volatilité. Donc, normalement, le trading intraday, il est souvent basé sur la volatilité. C'est-à-dire que, normalement, un actif, quel qu'il soit financier, que ce soit un investissement ou quoi que ce soit d'autre, c'est toujours spéculatif. Donc, il y a toujours un risque, il y a toujours un rendement. Et donc, il doit y avoir ce qu'on appelle la recherche du prix. Tu vois ce que je veux dire? Bêtement, autrement dit, on ne connaît pas le prix juste, on le recherche. Et cette recherche du prix juste, c'est de la volatilité intraday. Donc, en fait, en fonction du profil de l'actif, etc., on va définir des niveaux de volatilité entre guillemets acceptables. Et un trader intraday, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trader aux bornes. Il va tout simplement attendre qu'on ait un peu trop acheté, puis il va vendre. Ou il va attendre qu'on ait un peu trop vendu, puis il va acheter. Et c'est vraiment ce statut-là, on va dire le trader intraday participe plus à l'utopie de la recherche du juste prix, entre guillemets, qu'à de l'investissement. Là, on n'est plus du tout dans la même mesure. Voilà. Mais c'est vraiment deux métiers qui sont très différents l'un de l'autre, mais qui sont pas nécessairement, on va dire, il y en a pas un qui est nocif et un qui est bon. Parce qu'il y a souvent ça dans l'imaginaire collectif de se dire le spéculateur intraday, mais il sert à rien, celui-là, il est là que pour pourrir le machin. Et bah ouais, mais non, parce qu'en réalité, il est aussi là pour te permettre de trouver des acheteurs quand le marché baisse.
enfin pour te trouver des vendeurs quand voilà. Donc c'est des apporteurs de liquidité. Alors souvent mais voilà, c'est vraiment important. Et les volumes normalement intraday liés à la spéculation sont quand même relativement faibles. D'accord. Et sachant que après là-dessus, souvent tu te mets j'imagine que tu fais ça, moi je le fais pas, mais que ce soit dans l'intraday ou finalement même ça fonctionnerait, j'imagine, sur ce que tu disais, ta stratégie de combien tu voulais faire à l'origine, mais tu te mets des stops, quoi. C'est ça, tu te dis, si je fais plus 15%, tu vends 50% de mes actions. L'origine de la spéculation, ça va être de dire, sur l'investissement, tu vas rechercher une prise de valeur. D'accord. Enfin, en réalité, une augmentation du prix liée à la prise de valeur de la société ou peu importe ce que tu as acheté. Hein. On peut parler d'obligations, on peut parler de tout un tas de secteurs, on peut parler de matières premières. Il y a plein de types d'investissements au-delà. Bon, aujourd'hui, on a préféré rester autour des actions parce que c'est un peu le thème du moment. Mais il faut bien comprendre que un spéculateur intraday, il recherche pas du tout les mêmes mouvements de prix. Il va pas rechercher, par exemple, 30% de variation sur l'actif en intraday. C'est quasi impossible. Ou alors, certains actifs extrêmement volatiles ou sortis d'une news ou publication de résultats, tu peux avoir éventuellement ce genre de variation. Mais rien que ça, à la base, c'est déjà relativement inquiétant. La valorisation d'une entreprise n'est pas supposée bouger de 30% d'une journée, sauf s'il y a un changement profond et radical de sa part de marché, par exemple, décrochement d'un contrat stratosphérique qui va tripler ses profits l'année prochaine. Là, évidemment, c'est normal que l'action prenne une carotte. Oui, l'explosion d'une fusée voilà. SpaceX ou des choses comme ça. Non, mais et puis théoriquement, normalement, c'est tout le but de la spéculation, c'est que la spéculation amène un peu de volatilité, mais elle permet aussi, et ça on le dit pas souvent, de la réduire en partie. C'est-à-dire que comme il y a toute une part d'anticipation dans la spéculation, il y a toute une part également aussi de recherche de ce prix juste avant que les éléments soient forcément là. Et ça, c'est un peu, on va dire, les deux côtés de la face de la pièce. La plupart des gens voient toujours ça comme dire, ouais, mais le spéculateur, c'est le morpion sur le cul de la finance, pour l'expression un peu dégueulasse. Mais la réalité, c'est aussi que ça permet de réduire certains aspects extrêmement spéculatifs, parce que tout simplement, quand tout le monde fait la même chose en même temps, il n'y a plus de liquidité. Donc, il faut bien comprendre que le spéculateur, lui, il va servir par moment à apporter cette liquidité et donc à réduire un petit peu les aspects publication de la news, etc., etc. Écoute, je crois qu'on a quand même fait un beau tour. Je vois que tu es assez véloce en termes d'explications. Ça bombarde, quoi, donc faut suivre. Je vais le réécouter, je vais reprendre des notes. On essaiera de les mettre pour vous aussi avec Léa qui produit cet épisode aujourd'hui. Je te remercie, Léa. Et laisse-moi te poser une dernière question, cher Phil. Alors, on te suit où d'ailleurs? Phil Erix, donc sur Twitter, pas mal, sur LinkedIn un peu. LinkedIn, mais alors pas du tout, d'accord. Je sais pas, enfin c'est pas mon truc. Oui, Twitter, c'est facile de me retrouver. Après YouTube, je vais m'y remettre là bientôt. D'accord, on tape Phil Erix et oui, tu fais des vidéos. Voilà. De toute façon, les réseaux sociaux font bien leur travail aujourd'hui pour ce qui est du référencement, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis à trouver. Ok. Et toi, c'est quoi c'est ça ma dernière question, pardon, mais ta martingale à toi, Phil? Ma martingale, c'est de surtout pas. Enfin, après, le marché en soi est une martingale. Le bon principe dans une martingale, c'est que il faut pas être le dernier con. Ok. Le bon principe, c'est qu'une martingale, c'est cool pour ceux qui arrivent à profiter de la prise de valeur, enfin de la prise de prix, du coup, de la hausse de prix, sans subir le retour à la valeur. Ok. Donc, si on revient pour tout à l'heure, essayez de pas commettre de mauvais investissements. C'est la base, c'est vraiment de savoir ce qu'il faut pas faire et d'éviter de le faire. C'est pas souvent très intuitif, mais c'est pas si compliqué que ça. Et de savoir qu'en fait, un bon investissement en soi, si on doit y répondre, parce que ça me semble quand même important, en fait, c'est plein d'investissements qui ont évité de commettre des bêtises. Et il y a toujours, de toute façon, un rendement à la clé à partir du moment où on n'a pas pris trop de risques. Mais pour ça, il faut pas rentrer dans le pari. Il faut rentrer dans la gestion du risque. Et la gestion du risque, c'est des statistiques. Et tout comme tu peux pas faire de statistiques quand il y a que 3 options possibles, tu peux pas faire de statistiques en trading non plus. Donc tu peux pas faire de gestion du risque s'il n'y a pas plusieurs trades en même temps. Et là, on parle pas de 2-3 valeurs en portefeuille, mais bien d'une dizaine, voire beaucoup plus que ça. Et c'est là que se met en place une gestion du risque. Merci Phil de toutes ces explications. Écoute, on en sort avec une sorte de tempête d'informations qui vont quand même m'inciter à essayer de vendre des choses un peu à un moment, arrêter d'être un peu con et de continuer à acheter tout ça comme tout le monde.
Et puis, certainement pas me mettre à l'intraday. Je laisserai ça pour d'autres, parce que je crois que faut vraiment s'y mettre avec une sorte d'obsession et être quand même très très pro. Et voilà. Et pourquoi pas un peu tête brûlée sur certains univers très précis dans lesquels j'ai des convictions profondes, quoi. Voilà, merci beaucoup, merci à tous d'écouter La Martingale. N'oubliez pas de partager ces épisodes et de les noter sur Apple Podcast. Vous êtes beaucoup trop peu à avoir noté La Martingale sur Apple Podcast. Je suis très vexé, quoi. Donc si vous êtes encore là après tout cet épisode, faut mettre une bonne note avec un commentaire, le partager à votre cousin, à votre père, à votre mère, à votre collègues de travail, voilà, à des femmes aussi, parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui écoutent La Martingale, à toutes ces personnes autour de vous, pour essayer de comprendre comment bien investir, comment comprendre le monde et la finance en 2020, qui a quand même beaucoup changé. Et voilà, moi je me régale, et c'est aussi grâce à vous. Donc je vous remercie. Je vous dis à bientôt sur lamartingale.io. Salut! Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io, et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.